j'aimerais vous présenter notre modérateur, Beskid, qui est la présidente de notre comité consultatif des patients et de la communauté, qui facilitera ce premier dialogue et nous posera également les questions difficiles. C'est à toi, Bess. Bonjour tout le monde. C'était à la fois encourageant, et je l'admets, un peu intimidant de voir un si grand groupe de personnes se joindre à nous pour le symposium de l'Agence canadienne des médicaments. Lorsqu'on m'a demandé pour la première fois de modérer la séance d'aujourd'hui, je dois admettre que je me suis sentie un peu intimidée. Je savais que nous aurions un intérêt énorme pour cette session. Et il est tellement plus facile de le faire virtuellement lorsque vous êtes assis devant un écran d'ordinateur portable au lieu de devant vous tous. Mais j'ai secoué la tête et j'ai dit merci. Oui, bien sûr, je serais honorée de le faire. Donc, comme Suzanne l'a dit, je m'appelle Beskid et je suis la nouvelle présidente du comité consultatif des patients et de la collectivité de l'Agence canadienne des médicaments. Je suis un patient vivant avec une maladie chronique. Je suis un aidant familial actif pour un être cher atteint de démence et professionnellement. Je suis le directeur général de la Coalition de la santé de l'Alberta. Et je suis également ravi d'avoir le privilège de modérer la séance plénière d'ouverture du symposium, présentant l'Agence canadienne des médicaments. Je me suis forcé avec le complément de notes très détaillées, très franchement. Au-delà de ma nervosité de parler à un si grand groupe parce que je crois que le fait d'avoir un patient modéré et de faire partie de ce panel avec des conférenciers aussi prestigieux démontre clairement CD comme engagement envers l'engagement des patients. Je fais partie du comité consultatif des patients et de la communauté depuis 5 ans et j'ai interagi avec les CADIS précédents pendant de nombreuses années. Mais ce que j'ai vu, c'est la création d'un changement culturel au sein de en ce qui concerne l'engagement des patients. Je ne peux pas vous dire à quel point je suis enthousiaste à l'idée de voir le lancement de l'Agence canadienne des médicaments, sachant à quel point les patients sont intégrés au sein de cette organisation, à mon avis. L'EDC est un chef de file dans la reconnaissance de l'importance des patients et tracera une voie axée sur la création de CO avec les patients. Non seulement au Canada, mais à l'échelle internationale. Maintenant, il peut sembler un peu inhabituel d'introduire une agence avec une histoire de 35 ans. Mais avec un nouveau nom et une nouvelle image de marque vient aussi de nouvelles responsabilités avec la promesse de remodeler le paysage pharmaceutique dans notre pays pour une plus grande efficacité et, en fin de compte, pour un plus grand bénéfice pour les patients, nous avons réuni un groupe stellaire d'experts de différentes parties du paysage pharmaceutique aujourd'hui. La réglementation de l'industrie, l'évaluation, la tarification, la négociation des prix, les régimes d'assurance médicaments et, bien sûr, les patients. Vous entendrez parler de leurs priorités communes avec l'Agence canadienne des médicaments et les possibilités de collaboration dans l'ensemble du système. La discussion se déplacera à peu près depuis le début du processus pharmaceutique avec l'industrie, puis à travers les différentes étapes de la gestion, à 2 exceptions près. Vous entendrez l'Agence canadienne des médicaments en dernier, et vous entendrez le point de vue du patient tout au long de mon commentaire et je vais essayer de sonder ce que j'entends de chaque panéliste. Vous pourrez également vous joindre à la discussion. Ceux d'entre vous qui sont ici dans la salle trouveront des feuillets de questions sur vos tables. Nommez l'organisation dans votre question. Puis levez la main et quelqu'un viendra prendre votre question et me la posera. Si vous nous rejoignez virtuellement, déposez votre question dans le chat et elle me sera livrée. Et je ferai de mon mieux pour intégrer autant de questions que possible dans le temps dont nous disposons. Et j'aimerais aussi rappeler à tout le monde que l'Agence canadienne des médicaments a un code de conduite pour le symposium que nous avons tous accepté lorsque nous nous sommes inscrits. Nous nous attendons à ce que le symposium soit un lieu sûr où les intervenants peuvent s'engager dans des activités productives et des dialogues productifs, significatifs et respectueux, même en cas de divergence d'opinion. Et je sais qu'il y en aura. Donc, avec ça, commençons. Nous allons commencer. Je ne vais pas vraiment faire une longue explication ou une présentation de chacun de nos panélistes. Je leur laisse le soin de le faire. Et je vais lancer quelques questions pour que chacun d'entre vous commente pendant que vous vous présentez. Et ce sont
Pouvez-vous décrire brièvement votre rôle dans le paysage pharmaceutique et comment cela s'inscrit dans l'Agence canadienne des médicaments? Et pouvez-vous également approfondir vos espoirs de changement qui pourraient être apportés par l'EDC? Nous allons donc commencer par Bettina Hamlin, présidente de Médicaments Novateurs Canada, qui représente l'industrie pharmaceutique novatrice du Canada. Merci. Merci beaucoup, Bess, pour l'introduction, et je tiens à remercier Suzanne et l'EDC, les organisateurs, de m'avoir invité à faire partie de ce groupe distingué et distingué. Je suis vraiment ravie d'être ici ce matin. J'ai donc environ 4 mois d'entrée dans mon rôle de président de Médicaments Novateurs Canada. Une opportunité très excitante et juste pour ceux d'entre vous qui savent, je suis 6 mois. MNC est l'Association de l'industrie pharmaceutique novatrice du Canada. Des petites entreprises en démarrage aux multinationales. Et nous sommes vraiment déterminés à faire en sorte que les Canadiens aient accès en temps opportun aux traitements les plus récents et les meilleurs qui représentent des progrès importants dans les soins de santé. Et nous le faisons, bien sûr, par la collaboration. Et cette collaboration, bien sûr, l'est vraiment. Il est essentiel de collaborer avec les gouvernements, les patients et d'autres parties intéressées pour aider à élaborer des politiques et des cadres qui créent vraiment cet environnement propice à la recherche et à l'innovation révolutionnaire. Je suis donc très heureux d'être ici aujourd'hui, vraiment motivé par les remarques préliminaires de Suzanne. Et pour moi, c'est un moment vraiment excitant dans le temps dans les soins de santé canadiens. Et je veux vous donner 3 raisons pour lesquelles c'est et pourquoi cela se connecte si bien avec l'Agence canadienne des médicaments Dièse 1. C'est un moment charnière qui est défini par la science. Et la science explose et ouvre vraiment la voie à une toute nouvelle opportunité de traitement et de soins de santé. Et pourquoi est-ce possible? C'est possible parce que les frontières entre les secteurs et les disciplines traditionnelles s'estompent. Et ce que cela fait, c'est que vous avez des biologistes moléculaires qui travaillent avec, des ingénieurs avec, des scientifiques des données, avec des mathématiciens, avec des informaticiens de lutte contre les incendies, avec des experts en IA. Et cela vraiment, excusez-moi, crée une toute nouvelle opportunité de découvrir et de développer les médicaments et donc cela apporte de nouvelles façons de traiter les maladies rares, les cancers. Nous avons vu des progrès révolutionnaires dans les vaccins à ARN messager. Et je dirais que l'une des raisons pour lesquelles nous pouvons être ensemble dans une pièce c'est que nous avons ces vaccins très efficaces qui ont été mis en avant. Mais nous pouvons aussi réfléchir à de nouvelles façons de gestion des maladies chroniques. Les technologies d'édition de gènes comme CRISPR. Nous assistons vraiment à un changement profond vers la prévention et la guérison des maladies. Et c'est, je dirais vraiment ce qui m'a attiré à revenir dans le domaine du monde pharmaceutique. Mais ce que cela signifie aussi, c'est que nous devons penser très différemment à la façon dont tout cela s'intègre et peut être mis en avant dans le système de santé. C'est pourquoi la collaboration est si importante, parce que nous passons vraiment de la pilule à un pour tous à un beaucoup plus adapté. Médicaments, environnement, et qu'est-ce que cela exige? Eh bien, la pharmacogénomique, où ma carrière a commencé il y a plusieurs décennies, est enfin en train de se mettre en avant. Mais pour obtenir un test pharmacogénomique, vous devez aller dans le système privé. Mais la génomique pharmaco peut vraiment adapter les médicaments et s'assurer que les bonnes personnes obtiennent le bon médicament au bon moment. Technologie d'imagerie. Test à haut débit. Séquençage du génome. Ce sont toutes des technologies qui ouvrent la voie à la médecine personnalisée, et nous la voyons déjà appliquée en oncologie. Mais cela nous oblige à penser différemment et à penser de manière plus holistique. Par exemple,
Comment pouvons-nous mettre sur place l'infrastructure de dépistage et de diagnostic dans l'ensemble du pays afin qu'il y ait un accès équitable à ces technologies? Comment pouvons-nous relier les décisions en matière de tests diagnostiques et comment nous les payons, aux décisions de traitement et à la façon dont nous les payons? Comment recueillons-nous et partageons-nous les données? Comment comprenons-nous d'approuver et d'inclure des données d'essais cliniques qui utilisent des données synthétiques et y est? L'analyse des mégadonnées y révolutionne non seulement la découverte de médicaments, mais aussi le développement de médicaments. Donc, tout cela est en quelque sorte un remodelage. Les soins de santé et cela nécessite une nouvelle réflexion sur le diagnostic, l'accouchement, le remboursement. La chaire utilise le rôle des médicaments et d'autres solutions thérapeutiques dans un système de santé plus large. Mais nous avons un énorme potentiel et mon défi pour moi-même. Mon organisation. Pour nous tous. C'est que le Canada est prêt à tirer parti de ses possibilités et à être un chef de file dans l'avancement de l'innovation scientifique. Je pense qu'il y a urgence, mais il y a aussi un risque imminent de prendre du retard. Et nous avons récemment entendu des déclarations publiques de dirigeants provinciaux soulignant leurs préoccupations selon lesquelles le système d'accès et d'innovation du Canada ne suit pas le rythme des pays du G7 et de l'OCDE. Nous devons donc aligner notre paysage des soins de santé sur les tendances changeantes des progrès scientifiques. Et il y a quelques autres raisons pour lesquelles je voulais mentionner pourquoi c'est une période si excitante. Parlons de la science et de l'innovation et de la valeur pour le patient. Stratégie de conduite. Notre type d'environnement de gestion des politiques vient d'une autre époque. Mais la science a progressé. Alors laissons cela vraiment guider la politique et nous pouvons jouer un rôle central si nous travaillons ensemble. Et nous aurons beaucoup de discussions techniques sur la gestion des coûts. C'est essentiel, mais nous devons penser au-delà du coût pour valoriser holistique. De l'innovation pour la société et de la façon dont nous le faisons. Nous l'intégrons dans nos évaluations. Et le troisième et ma raison numéro 3 est que je suis entouré ici de leaders formidables. Je pense que c'est un moment dans le temps pour vraiment redéfinir la façon dont nous travaillons ensemble, comment nous communiquons, comment nous fixons des objectifs communs. Et comment nous allons au-delà de parler à la réalité réelle. Je vous félicite donc, Suzanne et Laetitia, d'avoir fait preuve de leadership en nous réunissant aujourd'hui. Et d'avoir ce dialogue, et je suis vraiment honorée d'en faire partie. Merci pour Tina, et merci pour ses commentaires sur, vous savez. Nous donner un peu de matière à réflexion sur notre système de santé peut avancer dans le même cas où on avance sur les progrès médicaux et thérapeutiques au Canada ainsi. Passons maintenant à Daniel McDonald, qui est le directeur général du Bureau des stratégies de gestion pharmaceutique et, pour les maladies rares, la Direction générale des politiques de santé et Santé Canada. Merci beaucoup et merci pour ce bon début. Je parle de la partie de Santé Canada qui, comme l'indique la Direction générale des politiques, et je précise simplement cela parce que notre travail et la direction des politiques visent à atteindre les grands principes de l'abordabilité, de l'accès, de l'utilisation appropriée de la couverture universelle dans les produits pharmaceutiques et, de toute évidence, c'est une période de grands changements. Je pense que le changement est constant. L'atelier d'hier et toutes les discussions en cours sur le potentiel de perturbation dans l'espace politique. Cela signifie également qu'il y a un grand potentiel de possibilités et de leadership qui a été mentionné et avec la création de l'Agence canadienne des médicaments et l'ajout de ses responsabilités. Le rôle de Santé Canada a maintenant changé dans ce domaine des politiques. Et ce que je veux dire par là, c'est que nous avons maintenant la possibilité, d'où nous venons, de tirer parti de la conférence en tant que nouvelle fonction, et sur ces nouvelles et les progrès qu'elle va faire, réaliser, faire, diriger ainsi l'élaboration d'une stratégie d'utilisation appropriée. En s'appuyant sur le travail qui a été commencé au sein de Santé Canada dans ce qui était alors le bureau de transition de l'Agence canadienne des médicaments et tout leur bon travail. Maintenant, ce travail est dirigé hors de l'EDC, et c'est un compliment important à tout ce que nous faisons dans le domaine des politiques.
Nous nous réjouissons à l'idée d'appuyer le CDAMC alors qu'il prend de l'importance et assure la coordination entre les partenaires du système pharmaceutique et d'être un chef de file dans la coordination des efforts pan-canadiens en vue d'un programme cohérent de données et d'analyse pour les produits pharmaceutiques dans un espace de données et de santé plus large. Mais pour Santé Canada, d'un point de vue politique, cela signifie que nous devons changer un peu d'orientation afin de savoir où la CEDAN va faire des progrès. Nous allons nous appuyer sur ces progrès et nous allons les prendre et nous allons essayer de mettre l'accent sur les nouvelles orientations et de les cibler. Pour que nous puissions réaliser cette vision d'un accès accru à des médicaments abordables qui sont universellement disponibles et utilisés de manière appropriée. Mais je veux juste donner quelques exemples où concrètement, nous espérons faire exactement cela. Le ministre a donc parlé tout à l'heure du projet de loi C-64, qui a été introduit plus tôt cette année et établit le point de départ pour la couverture universelle du premier dollar à payeur unique, en commençant par une gamme de contraceptifs et de médicaments contre le diabète et de produits connexes. Maintenant, le ministre a indiqué où Santé Canada va s'appuyer sur le CDAMC pour obtenir des conseils d'experts. Donc, en s'appuyant sur ce rôle que vous avez exécuté pendant des années, qui fonctionne pour la liste nationale des médicaments assurés, pour la stratégie nationale d'achat en vrac, il sera très important, comme le ministre l'a souligné, de savoir où nous allons. Mais je tiens également à souligner, en parlant de ces rôles que nous attendons de l'EDC et du C. Le développement de l'analyse et de la capacité de données pour nous permettre d'évaluer l'impact de ces changements de politique sera absolument essentiel à la voie à suivre. Projet de loi C-64, 2 parties. Donc, oui, il y a la partie diabète et contraception, mais tout aussi important est le dialogue futur sur l'avenir du régime national universel d'assurance médicaments au Canada. Et le projet de loi expose les preuves qui seront recueillies pour appuyer cette conversation, en plus des choses qui ne font pas partie du projet de loi, comme les progrès réalisés sur les médicaments pour les maladies rares. Les progrès réalisés dans le programme avec l'île du Prince-Édouard sur l'amélioration de l'accès et de l'abordabilité. Ces deux-là génèrent des leçons apprises pour l'élaboration et les progrès réalisés en matière d'assurance médicaments universelle à l'échelle nationale. Ainsi, lorsque le CDAMC établit un cadre de données et d'analyse meilleur et plus cohérent, cela ne fait qu'augmenter notre capacité à le faire. Évaluer les répercussions positives et formuler les prescriptions stratégiques appropriées sur ce qui pourrait être fait ensuite et soutenir cette conversation entre les provinces, les territoires, les peuples autochtones et d'autres partenaires, mais là où nous voulons tous aller ensemble. Deuxième chose, la stratégie nationale pour les médicaments contre les maladies rares. Nous avons récemment signé avec la Colombie-Britannique la première entente bilatérale à avoir lieu dans le cadre de cette initiative. Et vous pouvez maintenant voir à la fois la structure de cet accord et les autres piliers de la stratégie nationale qui ont été déployés avant cet accord. Thème très fort de la collecte de données et de preuves, des données probantes du monde réel, et le partage des meilleures pratiques. Exemplaire, l'élaboration de ce bassin national d'information et de pratiques d'exemplaires au profit des patients partout au pays. Encore une fois, un système de données pharmaceutiques cohérent et coordonné appuiera l'échange de données probantes et notre objectif ultime ici est une prise de décision plus éclairée dans la mesure du possible dans le cadre du système de gestion pharmaceutique existant du Canada. Et dans le même ordre d'idées, les travaux de l'EMC de l'EDC sur la coordination du système améliorera notre capacité à faire cette coordination en réponse au défi unique de s'attaquer aux maladies rares dans le cadre du système de gestion pharmaceutique existant. Pour aller de l'avant et enfin, le leadership dans l'élaboration d'une stratégie d'utilisation appropriée est un complément naturel et nécessaire à tous les principes énoncés dans le projet de loi C-64 et assurer un accès abordable aux médicaments nécessaires. Notre objectif à Santé Canada et dans le domaine des politiques est donc toujours d'améliorer la santé. Résultat pour les Canadiens et ce, en améliorant le système de gestion pharmaceutique. Respecter les rôles distincts de chacun. L'investissement dans le CDAMC est donc une démonstration de la façon dont Santé Canada recherche toujours ses résultats pratiques.
qu'il s'agisse de combler les lacunes ou d'améliorer la coordination sans dupliquer les règles ou le travail bien exécuté des organisations dans le système. Donc, ce sera toujours une approche et nous sommes impatients de continuer à nouveau. Merci, Daniel. Je vous remercie de cet aperçu de qui fait quoi en particulier avec le régime national d'assurance médicaments et la stratégie pour les maladies rares. Je sais qu'il y a déjà eu des questions sur la façon dont l'Agence canadienne des médicaments s'intègre-t-elle dans celles qui sont conformes à Santé Canada. Alors j'apprécie votre surveillance et vos commentaires à cet égard. Passons maintenant à Guillaume Chiard, qui est le directeur général du Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés. Merci beaucoup. Alors je marchais ce matin, beau matin. J'étais comme super chanceux. Je vais parler devant 500 personnes. Puis j'ai reçu un texto de ma mère disant « Est-ce que c'est à la télévision? Puis-je l'enregistrer? » Je ne sais donc pas d'où vient la pression. Est-ce que c'est parce que je vous parle ou que je sais que ma mère le regarde peut-être? D'accord. Donc je suis en fait le directeur général. Vous savez, au gouvernement, nous aimons changer le titre. Je suis donc maintenant directeur général de la commission de révision des prix du ministre des Brevets. J'y suis depuis avril 2023, et avant cela. Je n'ai pas vraiment rencontré Suzanne officiellement et nous nous sommes rencontrés à quelques reprises et le CPMB est un animal étrange un peu que je décrirais et les séances d'aujourd'hui sur l'alignement. La coordination et évidemment quand vous êtes un tribunal quasi-judiciaire, vous savez que le premier défi est de savoir comment aligner la coordination et respecter votre mandat dans tout cela. Donc beaucoup réfléchi au fait que parler à mon président était dans le public aujourd'hui. Et évidemment, nous avons des limites à ce que nous pouvons faire en termes de coordination de l'alignement. Mais je pense que le premier avantage que je vois, et ce que j'ai résolu au cours de l'année, c'est que se connaître, se comprendre est le premier avantage, surtout dans mon rôle de DMDA au CPMB. Et je vais parler du CPMB parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension de ce que nous sommes et de ce que nous ne sommes pas. Et je l'obtiens pour ce qui s'est passé au cours des 7 dernières années. Ce n'est pas clair, et d'après ma discussion avec beaucoup de gens, ce n'est pas clair. Vous, quel est notre rôle et ce qui n'est pas notre rôle et qui joue quel rôle? Surtout avec un système aussi compliqué. J'ai donc mentionné quelque chose où le tribunal quasi-judiciaire, nous sommes donc indépendants, fonctionne sous l'autorité du ministre de la Santé, mais nous fonctionnons de façon indépendante. Cela a du sens. Nous sommes un tribunal. Notre mandat principal est de surveiller et c'est un mot-clé surveiller les prix des médicaments brevetés au Canada pour s'assurer qu'ils ne sont pas excessifs. Nous ne pouvons rien faire d'autre qui soit en dehors de notre mandat. Comment pouvons-nous faire cela? C'est assez simple. Les sociétés pharmaceutiques qui ont un brevet, ils doivent déposer 2 fois par an des informations sur les prix. Nous obtenons donc l'information directement de l'industrie. C'est donc assez simple et nous devons faire l'analyse. Maintenant, la question principale est de savoir ce qu'est l'excès et l'excès n'est en fait défini nulle part. Ce que le Parlement a fait dans sa grande sagesse. Est-ce qu'ils nous ont donné 4 facteurs à examiner? Prix du médicament assez simple. Les prix du même médicament dans d'autres pays et nous l'appelons le PMPRB11. Les entreprises doivent donc déposer des informations sur PMPR11 autres pays. Le plus compliqué est de comparer ces prix avec les comparateurs nationaux et internationaux et l'indice des prix à la consommation. Ce sont les facteurs que le conseil d'administration doit être. L'utilisation de ces facteurs est en place depuis 87 ans, année où le CPMB a commencé. Je pense que la confusion au sujet du P et du BRB s'est produite récemment, en 2017. Le gouvernement a tenté d'introduire de nouveaux facteurs et a inclus la taille du marché des GDP. Ils ont été contestés devant les tribunaux et ils ont été invalidés. Ils ont donc été supprimés et nous n'examinons pas ces questions. Maintenant, ce qui est intéressant, et je ne veux pas faire un examen juridique ce que le tribunal a dit et peut-être que je vais dire quelque chose que je ne devrais pas dire. Mais fondamentalement, le tribunal nous a dit beaucoup de ce que nous ne sommes pas. Et c'est la clé parce que lorsque vous définissez ce que nous ne sommes pas, vous pouvez également vous définir comme ce que nous sommes. Et je vais revenir à la coordination de l'alignement parce que je pense que c'est tout à fait logique à la fin de la journée. Donc, ce que le tribunal nous a dit, c'est que nous ne sommes pas un décideur de prix. Nous ne sommes pas un organisme général de réglementation des prix. Nous n'établissons pas de prix plafond. Ce que nous faisons, c'est que nous surveillons les prix et intervenons lorsqu'il y a un problème. Maintenant, comment pouvons-nous faire cela? Le conseil d'administration peut émettre des lignes directrices si nous sommes dus à la décision de faible score parce que nous avons de nouveaux pays à examiner.
Le Conseil envisage de moderniser ses lignes directrices en respectant ce que la Cour a dit en respectant notre mandat, mais pourtant limité, mais super important. Et les lignes directrices, ce qu'ils font, c'est qu'ils ne fixent pas de prix. Ce que vous faites, c'est essayer d'identifier les problèmes potentiels sur le marché et de deviner quoi. Les lignes directrices ne peuvent pas avoir à utiliser un facteur de l'article 85 pour identifier quels sont ces problèmes et c'est ce que nous essayons de faire en ce moment. Le conseil d'administration mène actuellement des consultations sur un cadre qui respecte ses mandats, l'article 85, pour tenter de cerner les cas, pour que le conseil d'administration envisage la possibilité d'examiner, et c'est très important. Et une chose que j'ai manqué aussi de la Cour météorologique, j'ai dit, c'est que pour qu'une entreprise commence à vendre au Canada, elle n'a pas besoin de notre approbation. Il commence et vend ensuite. Nous surveillons, n'est-ce pas? Il y a donc beaucoup de malentendus. Oh, eh bien, votre prix a été approuvé par le CPMB. Eh bien, non, nous ne faisons que surveiller cela. Donc, ce que je veux dire, c'est que le cadre proposé et s'il vous plaît faire des commentaires à ce sujet. Nous en sommes à la deuxième phase de la modernisation. Du cadre, il y a un guide de discussion. Nous avons une nouvelle page LinkedIn depuis hier, il y a 2 jours. Consultez notre site web, il y avait un site web incroyable mais terriblement organisé. Je suis désolé à ce sujet. Si vous pouvez déposer votre mémoire d'ici le 11 septembre. Il y a un cadre proposé là-dedans. Et le cadre proposé essentiellement quand il s'agit de la coordination et de l'alignement, il respecte le rôle de chacun. Donc, fondamentalement, nous laissons les organismes d'ETS, laissons-les d'ici dans le Sud faire leur travail. Nous laissons la PPC faire son travail. Nous laissons les provinces, l'assureur privé faire leur travail. Ce que nous faisons, c'est respecter un mandat. Pour vous assurer que s'il y a un problème, vous pouvez toujours venir à nous. Il y a donc 2 caractéristiques dans ce cadre qui sont très intéressantes. Tout d'abord, comme je l'ai dit, les entreprises n'ont pas besoin ou l'approbation pour commencer à vendre. Ils n'ont pas besoin, ils ne vont pas obtenir un prix de nous. Mais le cadre proposé consiste à revoir le prix dans 60 jours. Et puis s'il n'y a pas de problème, alors ça s'en va. Ensuite, nous laissons les autres faire leur travail. Maintenant, ce que le cadre proposé fait aussi, c'est que si les acteurs de l'industrie trouvent qu'il y a un problème, ils pourraient potentiellement se plaindre à nous et ensuite nous commençons à examiner la porte. Question. Mais en gros. Fondamentalement, l'alignement et la coordination pour moi je vais fermer là, mais je ne sais pas combien de minutes j'utilise là-bas. Mais c'est vraiment comprendre le rôle de chacun. Comprendre les d'ici, les priorités de la LPA et tout cela que nous pouvons relier au conseil d'administration. Le conseil peut prendre des décisions en respectant son mandat qui est aligné sur les priorités des uns et des autres. Merci, Gilman. Je suis sûr que vous avez l'impression de répéter constamment le rôle du CPMB maintenant. Mais j'espère que vous pourrez comprendre la nécessité, oui, de clarifier et les gros bonus. J'espère que maintenant votre mère peut dire que c'est ce que mon fils fait pour gagner sa vie. C'est donc un défi pour les familles. Je vais maintenant passer à Dominique. Donner la parole à Dominique. Dominique Tan, qui est le PDG par intérim de la Pan Canadian Pharmaceutical Alliance, pan-canadienne. Merci, Bess. Alors merci à tous, et merci, Suzanne, de m'avoir invité ici. C'est un honneur d'être ici et d'être à Ottawa. C'est beau ici. Donc, pour la LPA, très simplement, nous le sommes. Nous négocions de meilleurs prix pour les régimes publics d'assurance médicaments. Donc, pour mon message, je vais emmener tout le monde à travers un peu d'un voyage. Donc, ça va partir d'un peu de ce que nous avons fait, de ce que nous faisons maintenant, mais plus important encore de ce que nous faisons à l'avenir. Donc, pour commencer, je dirais que, comme l'est d'ici, cela a été une transformation importante pour nous au cours de la dernière année. Nous sommes donc passés à une organisation autonome et, d'une certaine manière, l'analogie est que nous avons beaucoup appris en vivant à la maison, mais il est maintenant temps pour nous de déménager et de déployer nos ailes. Et c'est important parce que cela nous permet de grandir et d'apprendre. Et ça va l'être. Cela va nous donner la capacité de nous adapter. Et cette capacité d'adaptation est cruciale, en particulier dans l'écosystème dans lequel nous nous trouvons, parce qu'il est en constante évolution. Donc, en passant à un peu de ce que nous avons fait. La première chose est que malgré les changements que nous avons vécus et nous avons une équipe relativement petite, nous avons eu d'énormes réalisations. Donc, dans FI 23-24 à notre estimé. Les économies pour les régimes publics d'assurance médicaments sont d'environ 4,6 milliards de dollars. Et si vous regardez cela à partir du début de la LPA à maintenant. Aujourd'hui. Maintenant. Aujourd'hui. Maintenant. Aujourd'hui.
Cela totalise 24 milliards de dollars. Et c'est de l'argent qui peut être réinvesti dans le système pour mieux aider les patients. Et nous l'avons fait par le biais de négociations et nous avons maintenant plus de 600 négociations réussies à la PCPA. L'autre chose. C'est que nous avons récemment lancé le PTAB et c'est le processus d'accès temporaire pan-canadien et c'est une nouvelle voie par laquelle les patients peuvent avoir accès aux médicaments plus tôt. Je vais donc enregistrer des détails pour un peu plus tard parce qu'il n'y a qu'une partie de ce que je sais à ce sujet. Donc je dois enregistrer mon matériel. Et puis il y a aussi les génériques. Donc, plus tard l'année dernière, nous avons terminé la mise à jour du protocole d'entente. Et la partie notable de cette mise à jour des génériques concerne certains médicaments. Il y a une baisse automatique du prix à 55% du prix de la marque par opposition à ce qu'il reste au prix plus élevé de 75%. Donc, pour les génériques, tous les prix sont négociés de manière transparente. Donc, ce que cela signifie, c'est que peu importe qui est le payeur, vous obtenez le même prix inférieur, que ce soit le payeur public, le payeur privé ou vous et moi si nous payons de notre poche. Pensez à passer à la partie la plus excitante de l'APA dans notre voyage. La première chose que je dirais, c'est que nous allons continuer à faire ce que nous faisons le mieux. Et c'est-à-dire négocier de meilleurs prix pour les plans de REX. Pour ce faire, nous reconnaissons bien sûr que nous devons avoir les bonnes personnes, les bons talents, et des ressources et la capacité pour nous d'y parvenir et, bien sûr, avec n'importe quelle organisation, nous savons que non, il y aura des défis, il y aura des possibilités qui viendront avec cela aussi. Défis qui incluent que nous avons des volumes plus élevés de médicaments qui arrivent dans le tuyau. Ces médicaments se réunissent et sont plus chers. Non. Ils sont beaucoup plus complexes et aussi ils arrivent sur le marché avec moins de preuves à certains moments et vraiment c'est, en raison de la nature des médicaments eux-mêmes. Il arrive parfois qu'il n'y ait tout simplement pas assez de patients pour faire ces essais et obtenir ces preuves. Mais nous reconnaissons également que nous devons savoir faire mieux avec les négociations et c'est pourquoi nous devons trouver ces gains d'efficacité opérationnelle. Et nous devons également reconnaître que nous devons améliorer les communications. Et donc cela se traduirait par plus de transparence de l'organisation. Et puis passer aux opportunités qui viennent avec cela. Donc, cela nous donne l'occasion de créer de nouvelles voies tout comme la PTAB et cela permettrait aussi également de faire mieux avec ce que nous avons. Et puis je dirais enfin, tout ce que nous allons faire sera aligné sur notre objectif global et cela continuera d'être de négocier de bons médicaments à de meilleurs prix de manière cohérente et pour maintenir la durabilité des régimes d'assurance médicaments afin qu'ils puissent continuer pour les années à venir. Pour conclure, je suis extrêmement enthousiasmé par la transformation de l'APA et de l'EDC. Je suis également très excité et intéressé par la collaboration continue avec les partenaires du système et vraiment qui est destinée à apprendre les uns des autres et aussi construire sur le succès de l'autre. Et enfin, je dirais que je suis également très intéressé et excité d'avoir des conversations et des conversations importantes avec vous. Merci, Dominique. Les changements apportés au système sont difficiles. Le changement organisationnel prend du temps et vous savez, reconnaître le besoin de patients pendant que les organisations travaillent à travers cela aussi. La seule chose que j'ai entendue avec certitude, que c'était une excellente remarque que nous avons remis à Patrick ensuite, c'est que vos commentaires sur le, vous savez, total de 24 milliards de dollars économisés grâce à la négociation de médicaments qui pourraient être réinvestis dans les soins aux patients. Je présente donc notre père provincial, efficace ensuite, pas tellement pour poser la réponse à cette question Patrick, mais comme c'est si génial pour vous. Ensuite, Patrick Discerne qui est le sous-ministre adjoint des programmes de santé et de la prestation au ministère de la Santé de l'Ontario et il est également le directeur général des régimes publics d'assurance médicaments de l'Ontario.
Merci, Besseni. Merci au CDAMC d'avoir assemblé ce panel. C'est agréable d'être ici avec vous tous. Et à l'aîné, merci beaucoup d'avoir si bien commencé notre journée. Ce n'est pas différent de mon collègue. J'étais sur une belle promenade ce matin en faisant un peu de FaceTime avec mes enfants, qui sont, je suis sûre, comme beaucoup dans le public, en congé pour leur première semaine d'école. Et un jeu que nous aimons jouer soit à la table du dîner ou avant le coucher est un jeu de Rosebud des Sornes. Qu'attendez-vous avec impatience? Quelle est l'opportunité et qu'est-ce que vous n'attendez peut-être pas avec impatience? Si approprié de la première semaine d'école. J'ai pensé que je structurerais mes remarques autour d'un bon vieux jeu à l'ancienne de boutons de rose et d'épines. Je dois dire que lorsqu'on m'a demandé de me joindre au groupe d'experts, j'ai eu un ensemble d'émotions similaires à vous. Baisse, un peu de nervosité. Et quelqu'un devrait dire au Westin que le toner et l'imprimante doivent être changés. Nous allons donc passer à travers cela ensemble. Nous en parlerons après Bess. Eh bien, c'est une carte de commentaires, mais sérieusement, représentant la voix d'un payeur provincial, et pour développer un peu l'intro de Bess. J'ai le privilège de m'asseoir autour de la table du conseil d'administration de l'Agence canadienne des médicaments et d'être membre du conseil d'administration de l'Alliance pharmaceutique canadienne PAN. Pharmaceutique, canadienne PAN. J'ai si souvent l'impression d'avoir le privilège de m'asseoir entre de nombreux aspects clés ou engrenage du système d'approbation des médicaments, et c'est une position unique et privilégiée à voir. Mais vous avez également tendance à voir certaines des inefficacités et où nous avons des occasions de mieux nous aligner, ce qui concorde si bien avec la conférence en tant que mandat autour ou élargi, dont l'un est le rôle de la coordination du système. Mais je pense que si je peux commencer avec ma rose, c'est d'être ici aujourd'hui avec vous tous. Et juste pour les commentaires faits par Bettina, c'est l'avancée. Ce sont les progrès de la technologie médicale qui nous permettent de nous rassembler dans ces grands groupes. Sauvé, sauf le ministre fédéral que je comprends sous la météo. Mais être ici ensemble et les conversations qui n'ont pas besoin d'être structurées autour d'une réunion des équipes ou d'un appel Zoom. Mais ces interactions informelles, tant de choses peuvent être réalisées là-bas à l'intérieur et attendez-vous à plus de cela au fur et à mesure que la semaine avance. En ce qui concerne mon bourgeon. Quelle est l'opportunité ici, encore une fois liée aux commentaires de Patina? Il semble que ce soit en fonction des progrès de la technologie et de la science ou d'une organisation fédérale nouvellement mandatée. Il y a une possibilité de faire les choses différemment et de nous aligner les uns sur les autres et les liens entre les éléments du système d'approbation des médicaments dans ce pays tels que représentés par ce groupe d'experts. Ils ont besoin de travailler et du temps ensemble pour l'amélioration des patients, pour la capacité d'apporter l'accès de nouveaux médicaments innovants aux patients. Et si l'une de ces années, si vous voulez, ne fonctionne pas à temps avec les autres, tout comme une machine, les choses vont commencer à s'effondrer et il nous incombe, à nous et à tous dans cette salle, de nous assurer que nous gardons le temps. Et compte tenu du rôle de la coordination du système, ce sera d'autant plus important. Les payeurs provinciaux et représentant l'Ontario et parlant le plus directement de cette province, mais je pense que ce sont ceux-là. Les défis ou les possibilités sont importants pour beaucoup. Alors que les payeurs provinciaux cherchent à créer de la durabilité dans leur régime d'assurance médicaments, nous fonctionnons toujours entre, je dirais, 3 ou 4 considérations. Comment pouvons-nous prendre les meilleures décisions avec les partenaires de cette salle qui sont fondées sur des données probantes, des données probantes solides et des données probantes du monde réel? Après le développement, l'épreuve post-évaluation des médicaments et cela doit encore être la pierre angulaire de ce que nous faisons, mais cela doit évoluer. Et je pense qu'il y a eu de très bons exemples de la façon dont de nouvelles formes de preuves sont prises en compte dans les décisions. La deuxième chose que je vais aborder est la possibilité d'offrir un accès plus rapide aux médicaments avec des preuves prouvées ou prometteuses. Et nous avons entendu certains de nos principes politiques et de nos dirigeants parler de ces défis. Je n'aime jamais être le dernier à quoi que ce soit ou quartile inférieur de quoi que ce soit. Et si nous regardons notre temps pour accéder et je pense que la patine et je peux ergoter au fil des jours ici et là, mais objectivement si vous êtes dans le bas des pays de l'OCDE, je vois une occasion pour nous de gravir les échelons avec une bonne coordination et la détermination de faire mieux à cet égard. Commencer à basculer dans mon bourgeon ou mon épine plutôt.
La durabilité et l'augmentation des coûts sont une réalité à laquelle nous devons faire face, lutter, et c'est plus que les coûts de Rex des médicaments. De plus en plus compte tenu de ces progrès fantastiques dans la technologie de modification des gènes et la technologie CRISPR. Nous devons examiner quels sont les coûts généraux du système qui y sont associés. S'il s'agit de séjours en hospitalisation, s'il s'agit de balayage diagnostic de précision et d'imagerie. Ce sont toutes des choses qui s'échelonnent pour générer des défis autour de la durabilité dans les régimes d'assurance médicaments et les systèmes de santé au sens large. Il y a un autre élément dont je parlerai autour d'une sorte d'accès, pas nécessairement d'accès financier ou de couverture, mais simplement de la vaste et merveilleuse géographie de notre pays. L'accès à certains de ces nouveaux défis crée des défis uniques. Thérapie. Viande. Médicaments. Drogue et si cela nécessite des séjours prolongés en milieu hospitalier, que ce soit plusieurs scans pour la sécurité, l'efficacité et la progression, ce sont toutes des choses qui n'existent pas dans toutes les régions de notre pays. C'est une réalité que tout le monde dans cette salle connaît. Nous devons donc penser un peu différemment à la façon dont nous considérons l'accès et à la façon dont nous prixons franchement cet accès. Je regarde quelque chose qui est objectivement un développement positif. Bien sûr, la thérapie automobile, T. Mais je regarde le nombre limité de provinces qui ont pu ou sont en mesure de déployer cette technologie et quel genre de défi d'accès cela crée. Cela crée également une autre occasion d'une excellente collaboration entre les provinces en ce qui concerne l'harmonisation de l'accès et, essentiellement, le partage des ressources pour s'assurer que tous peuvent en bénéficier ou que le plus peut en bénéficier et je peux le faire. Cela se produit de plus en plus à mesure que nous nous penchons sur des thérapies et des technologies plus avancées, qu'un plus petit sous-ensemble de nos établissements de soins actifs est en mesure de se déployer. Pour ce qui est de savoir ce que nous allons faire à partir d'ici, maintenant, je pense qu'il y a, comme je l'ai mentionné plus tôt, une excellente occasion d'améliorer l'harmonisation et la coordination dans l'ensemble du système et, assis autour de la table de l'APPC et de la table de l'EDC. Il y a un certain alignement de l'objectif et de la cause que dans mon histoire limitée dans ce domaine, plus de 5 ans, plus de 5 ans. Je n'ai pas vu ou ressenti avant, et je pense que c'est quelque chose que nous devons célébrer et catalyser comme une opportunité. Je vais tenir mes remarques là parce que, comme Dom, vous ne voulez pas brûler trop de bon contenu dans les remarques préliminaires. Merci, Patrick. Et sur ce point en fait, je voudrais le rappeler à tout le monde. Pour noter vos questions et lever la main si vous êtes prêts à les soumettre. Nous allons avoir quelques autres remarques. Puis passer aux questions de l'auditoire ainsi que pour les personnes qui regardent virtuellement. Assurez-vous de mettre vos commentaires ou vos questions dans le chat et nous pouvons les collecter à partir de là. Je vais donc voler quelques minutes à ce stade avant de passer la main à Suzanne pour qu'elle saute avec quelques pensées du point de vue d'un patient et d'un soignant, bien sûr sans patient, aucun d'entre nous ne serait ici aujourd'hui. Nous sommes les utilisateurs du système de soins de santé du Canada, y compris les médicaments et les appareils. Nous sommes ceux qui connaissent des résultats de santé et nous sommes la raison pour laquelle les médicaments et les traitements sont créés à la première place. À la Health Coalition of Alberta, nous parlons de l'engagement des patients comme d'un spectre qui fait rage. Création et de la prise de décision conjointe aux recommandations et au conseil de la gouvernance en passant par les opérations et la prestation de services. Cela commence avec la nécessité d'un plus grand engagement lorsque les décisions ont le plus grand impact sur les patients, et que cette approche nécessite un changement de pensée. Mais c'est absolument un changement que les patients exigeants se produit comme je l'ai mentionné plus tôt. Vois comment l'EDC a pris cela à cœur et a intégré les patients et nos points de vue dans l'ensemble de l'organisation et je suis vraiment enthousiasmé par la décision du conseil d'administration de nommer un membre patient afin que les patients aient dû céder au plus haut niveau de gouvernance. Quels sont mes espoirs pour la nouvelle organisation? Je pense tout d'abord, éduquer d'autres organismes d'approbation sur l'importance et l'expertise acquise en incluant les patients. Ne serait-il pas merveilleux de voir des patients établir des priorités en matière de recherche et de développement de médicaments ou au conseil d'administration du CPMB ou du conseil d'administration de l'APA prendre cette plateforme pour la jeter là-bas dès maintenant? Suivre l'exemple du SEDA et intégrer les valeurs des patients à chaque étape de la voie pharmaceutique. L'autre chose dont j'aimerais parler,
C'est peut-être d'apporter des vaccins ou de travailler avec les organismes d'approbation existants pour s'assurer que les patients font partie de leur processus d'examen. Nous avons récemment travaillé à la compréhension du système vaccinal au Canada, et la différence dans la façon dont les points de vue des patients sont évalués est vraiment assez choquante. Et donc, vous savez, en tant que personne qui a travaillé dans le domaine des médicaments et qui s'est impliquée dans l'engagement des patients, je peux voir toutes sortes d'opportunités. Il y a là pour déplacer et moderniser et apporter des changements dans ce domaine. Je veux également voir plus d'expansion du travail qui est actuellement en cours avec des examens de données probantes qui vont au-delà de l'accès aux médicaments et ils se penchent sur des choses comme le vieillissement chez place et le dépistage néonatal et d'autres impacts sur le système de santé. Nos améliorations, comme nous l'avons entendu aujourd'hui et Patrick, viennent de parler de la valeur des impacts sur le système de santé et de la façon dont les médicaments sont modernisés et qui vont de l'avant. Au-delà du coût du médicament individuel, je pense donc qu'il y a beaucoup d'occasions avec les DC de faire en quelque sorte cette évaluation parapluie pour l'ensemble du système de santé. Et l'autre chose avec laquelle je terminerai est quelque chose dont j'ai parlé ce matin à l'Institute for Health Economics lors de la séance de conseil H et je pense que nous devons changer notre façon de faire. Financer publiquement les médicaments au Canada. Je pense que notre système actuel est presque accusatoire, et tout le monde arrive avec ce qu'il veut et c'est que nous allons protéger notre terrain et que nous allons y arriver. Mais je pense que nous devons envisager d'intégrer certaines des approches du modèle d'impact collectif. Nous avons parlé aujourd'hui. Vous avez entendu aujourd'hui, j'ai entendu dire aujourd'hui qu'il y a un programme commun ici. Il y a beaucoup de points communs, beaucoup de messages qui sont les mêmes sur ce que nous essayons d'atteindre. Nous parlons tous d'améliorer la santé des Canadiens et de le faire en améliorant l'accès aux médicaments. Et c'est élément fondamental d'un modèle d'impact collectif et je pense que j'encouragerais les DC à examiner comment nous pouvons en quelque sorte déplacer cela vers quelque chose sur lequel nous pouvons travailler ensemble et obtenir de meilleurs résultats pour la santé des Canadiens. Je vais donc conclure avec cela et le remettre à Suzanne, qui est présidente et Suzanne Milkagern pour ceux qui ne le savent pas, qui est présidente et chef de la direction de l'Agence canadienne des médicaments. Merci, Bess, et je suis avec Guillaume. Ma mère regarde peut-être, donc c'est probablement ce qui me rend le plus nerveux. Donc, tout d'abord, avant d'aller plus loin, je tiens simplement à remercier tous ceux qui ont pris le temps d'être ici aujourd'hui. C'est incroyable de voir les gens dans la salle et merci à tous les membres du panel qui se sont joints. Je veux m'assurer que nous avons beaucoup de temps pour les questions. Je vais donc être très bref et il est certain que les gens me verront aujourd'hui. Et si vous avez des questions que nous n'avons pas, s'il vous plaît arrêtez-moi dans le couloir et posez-les. Au nom de notre organisation, j'aimerais commencer par aborder rapidement les 3 nouvelles choses que nous allons faire. Et celui qui, je pense, nous donne le plus d'espoir et de promesses. C'est pourquoi nous sommes tous sur le podium aujourd'hui. Donc, le premier travail est donc l'utilisation appropriée. Et ce travail a été jeté par le Bureau de transition de l'Agence canadienne des médicaments. Il y a un rapport. Cela nous donne de très bons points de départ. Mais encore une fois, ce dont il parle vraiment, c'est du fait que les gens ont fait des investissements pour améliorer le système, pour l'améliorer. Résultat en matière de santé de ces personnes qui vivent au Canada et de tout le monde travaillent du mieux qu'ils peuvent avec le même programme. Mais nous avons l'occasion de construire, de diffuser et d'étendre et de mieux harmoniser ces efforts afin que s'il se passe quelque chose de grand au Nouveau-Bruxelles, nous puissions nous assurer que l'Alberta est au courant. Nous pouvons trouver des domaines où il est possible de faire une différence significative et de voir qui sont les partenaires volontaires qui veulent interagir. Dans le domaine des données et de l'analyse, l'un de mes collègues qui est dans l'auditoire aujourd'hui, Dr. Nicole McMahon, notre scientifique en chef, beaucoup d'entre vous ont bénéficié de certains de ces autocollants au cours des 2 derniers jours, celui qu'elle m'a donné hier, qui est sans données, ce n'est qu'une opinion. Nos anecdotes sont les choses qui, en fait parfois conduire les coins entre nous. Et sont les choses que nous passons réellement notre temps à parler, plutôt que ce qui se passe vraiment. Et Bettina et moi avons eu cette discussion pas plus tard que la semaine dernière. Nous avons l'occasion d'être en mesure d'exploiter les données et les informations collectives disponibles avec toutes les organisations existantes. Présenter le mieux et les mots que j'aime pouvoir en parler. Nous travaillons à partir d'une source de vérité pour que ce que Bettina a comme ce qui s'est passé l'année dernière et ce que j'ai et ce que Patrick a.
Ce que Dom a, ce sont les mêmes informations et nous sommes tous confiants en elles. C'est donc l'une de mes aspirations dans le domaine des données et de l'analyse. Mais pour ceux d'entre vous qui m'ont connu au cours des 8 dernières années dans ce domaine, je crois aux relations. Donc, l'intégration du système. La coordination du système, la possibilité de travailler ensemble est probablement mon plus grand espoir pour l'avenir. Nous avons bien fait beaucoup de choses au Canada. Ce que nous n'avons pas bien fait, c'est rassembler tous les éléments. Et je ne vais pas dire que c'est facile. Il n'y a pas de baguette magique qui peut être agitée. Mais je pense qu'en écoutant tout le monde parler, Guillaume a parlé d'être très clair sur ce qu'est le CPMB et ce qu'il n'est pas. Dom a parlé du déménagement en grandissant et en sortant de la maison, ce qui est nouveau. Daniel parle du fait qu'ils recentrent leurs énergies alors que nous asserrons ce nouveau rôle. Patrick a toujours parlé de la possibilité de l'avantage de participer à différentes parties du système et d'être en mesure d'entendre les choses de différentes manières. Et Bettina, avec ses 4 mois à ce poste, amène à nouveau l'équipe des médicaments innovants à un nouvel endroit pour aller de l'avant. Il y a tout un tas de gens qui ne sont pas sur la scène aujourd'hui qui font également partie de notre nouvelle entreprise. Je termine mes remarques par quelque chose que j'ai entendu il y a quelques semaines, sur lequel nous devons nous concentrer. Du banc au chevet du patient et comment pouvons-nous rendre cela aussi court que possible pour les produits qui vont faire une différence pour les gens et alors que nous commençons. Fur et à mesure que nous commencerons, nous devrons travailler différemment ensemble, mais nous devrons également amener plus de gens dans l'attente. Ne sais pas exactement où je vais tenir le futur symposium avec plus de gens dans l'attente. Tente. Ceux d'entre vous qui se demandent la raison pour laquelle nous sommes ici cette semaine, c'est la seule semaine où nous pourrions obtenir ce lieu qui nous tiendrait tous. Ce n'était pas nécessairement mon premier choix. Mais ce que je veux vraiment souligner, c'est que nous passons énormément de temps inefficace à avoir plusieurs conversations à plusieurs endroits sur les mêmes problèmes encore et encore et encore. Quoi? Ce à quoi je m'engage, c'est à créer un espace où les gens peuvent se réunir, ceux qui le veulent, et baisse à voler mon tonnerre. Le terme dont nous parlons en fait, comme vous le savez, j'ai entendu ce que nous avons travaillé sur notre stratégie. Le plan est quel est cet intérêt collectif pour ceux qui veulent faire avancer le programme dans ce pays? Je pense que comme Patrick, je ne suis pas vraiment. Vous savez, nous sommes au milieu des Jeux olympiques cet été. Nous n'arriverons peut-être pas alors, mais il n'y a pas beaucoup d'espace entre un or et un bronze. Médaille d'or et une médaille de bronze. Pouvons donc certainement nous fixer pour objectif de réussir et d'élever ce que nous pouvons faire au Canada en tant que pays qui a beaucoup. Nous pouvons certainement faire mieux. Je vais donc terminer mes remarques là-dessus et vous les rendre. Pour toute question, merci, Suzanne, et merci à ceux qui ont soumis des questions et je vous encourage à continuer à le faire. J'ai d'autres questions à vous poser également, mais je pense que je vais commencer par les questions qui ont été soumises par l'auditoire. Nous en avons donc quelques-uns ici qui sont assez similaires en fait et c'est pour tout le panel. Du panel. Alors peut-être allez et nous allons commencer avec vous d'abord juste comme un heads-up. Avertissement. Et c'est ce qui, selon vous, est la plus grande opportunité d'efficacité dans le système de gestion pharmaceutique? Tirer parti de la diminution du temps. Sur la façon de réduire le temps d'accès pour les patients et de s'aligner davantage sur les marchés internationaux ou que changeriez-vous pour rendre le système plus efficace et plus rapide? D'accord, c'est une bonne question. Je n'essaie pas de me positionner pour discuter de l'ensemble du système, mais ce que je peux dire, c'est que j'ai travaillé avec le conseil d'administration et que le conseil d'administration est super engagé et que c'est en tête de liste que tout ce que nous pouvons faire ou examiner rapidement est la proposition qui est en cours sur la table. C'est de cela qu'il s'agit, et le respect de leur mandat, pour ceux qui nous connaissent ou qui avaient l'habitude de traiter avec nous dans le passé. Il fallait beaucoup de temps dans le cadre de l'ancien modèle pour examiner et déterminer s'il y avait un problème, où le système actuel proposé est rapide dans 60 jours, donc, d'une certaine façon. Du point de vue du CPMB et sans essayer de régler les problèmes de tout le monde ou si nous pouvons éliminer cet obstacle au CPMB et laisser les autres acteurs faire leur travail. Je pense que cela serait envisagé, dans le respect de notre mandat. Qu'en est-il de toi, Dominique? Que feriez-vous donc pour changer le système afin de le rendre plus efficace et plus rapide en ce qui concerne l'accès aux médicaments pour les patients? Oui, je pense que c'est une excellente question. Donc, je pense que tout d'abord, je reconnais et je crois que oui. Nous pouvons tous collectivement faire mieux à cet égard et je pense, quand
Si je devais me concentrer sur ce que nous faisons à la LPA. Et vraiment, c'est de négocier de meilleurs prix. Et c'est l'une des choses sur lesquelles nous nous sommes vraiment concentrés pour faire mieux. Comme je l'ai mentionné lors de mon ouverture là-bas. Et c'est que nous cherchons des moyens de rendre les choses plus efficaces et nous arrivons à de nouvelles voies comme l'onglet P que j'ai mentionné. Donc, donnez un peu de cela loin et c'est une nouvelle voie par laquelle non, nous avons. Collectivement. Rassemblez-vous pour trouver cette nouvelle façon de faire les choses afin qu'ils puissent advenir plus rapidement aux patients. Plus rapidement mais non, ce n'est pas la seule chose que nous faisons. Nous faisons également d'autres gains d'efficacité comme le TNP, nous l'appelons. Il s'agit du processus de négociation ciblé au PCPA par lequel le fabricant peut choisir de participer ou non, mais c'est un moment très structuré. La négociation par laquelle il accélère et raccourcit en fait les délais de la négociation. Donc, de cette façon, non, nous essayons certainement de faire notre part pour améliorer les choses. Mais en même temps, ce que je suis vraiment heureux d'entendre ainsi que ce qu'il y a comme vous l'avez dit Bess, beaucoup de points communs que vous connaissez, de juste cette discussion parmi le panel ici. À vous, Daniel. Celui-ci est facile du point de vue de Santé Canada, dans un contexte où l'accent est de plus en plus mis sur les médicaments de spécialité. Et des médicaments élevés, si souvent coûteux. Nous avons déjà montré notre main. Donc, si vous regardez le thème, qui ressort très fortement de la stratégie nationale pour les médicaments contre les maladies de l'air, vous verrez que ma réponse à cette question est le rôle des preuves du monde réel. Qu'est-ce que c'est? Comment sera-t-il utilisé? Quel rôle jouera-t-il dans la prise de décision tout au long de la chaîne de prise de décision dans le système de gestion pharmaceutique au Canada en respectant les rôles de chacun? Mais quelle est l'opportunité? Ils sont en train de l'établir, et déterminer à quel point il est utile et comment il peut être appliqué. Vous êtes le prochain, et je dois en choisir un. Si je devais en choisir un, mais que je vais probablement grincer quelques autres, ce n'est pas grave. Comment la valeur est-elle définie dans l'ensemble du système de santé avec l'introduction d'un médicament plus récent ou nouveau? Au-delà des budgets programmatiques. Je pense qu'avec une partie de l'escalade des coûts et de la valeur des thérapies et des médicaments qui sont mis sur le marché, il va falloir un certain degré de redéfinition de ce que signifie la valeur. Et cela commence à basculer dans certains éléments qui ont été abordés, mais je pense que nous tous, comment définissons-nous les résultats? Une source de vérité, qu'il s'agisse d'un bac à sable de données auquel nous souscrivons tous et que nous interrogeons. Mais c'est une source unique de vérité à laquelle nous pouvons y arriver et c'est ce qui, à l'avenir, sous-tendrait des accords plus dynamiques axés sur les résultats. D'autant plus que nous voyons des médicaments prometteurs être naturellement tirés à travers le processus réglementaire, accéléré par des négociations en raison de la grande promesse qu'ils tiennent. Et nous voulons tous que ces molécules ou thérapies prometteuses fonctionnent et soient efficaces. La réalité, c'est qu'ils ne le sont pas toujours, et nous devons être en mesure de le faire. D'une manière plus sophistiquée. Interroger ces résultats et partager les risques et la responsabilité de ces résultats entre les payeurs et les fabricants. Peut-être que je viens de m'appuyer sur votre point de vue, Patrick. Tout d'abord. Je pense que beaucoup d'initiatives qui ont été prises en avant comme PTAB, comme PLR Times Zero. Des critiques plus parallèles, des critiques roulantes, continues, je pense que ce sont toutes des étapes incroyablement importantes et de grandes étapes. Et si nous pouvons nous appuyer là-dessus et être audacieux et ambitieux, je pense que nous pouvons faire, de grands pas, une partie de l'audace. Du point de vue de l'industrie, il y en a. Il existe des modèles ailleurs dans le monde qui ont des modèles d'examen des résultats et de partage des risques en fonction des résultats.
où les patients peuvent accéder aux médicaments juste après l'approbation réglementaire et ou après l'approbation réglementaire et l'évaluation HTA pendant que le système travaille sur la négociation et le prix. Puis il y a le rapprochement à la fin. Je pense donc qu'il y a des modèles qui le sont. Cela peut être une source d'inspiration pour construire un modèle canadien qui fonctionne. Pour nous. Fonctionne pour nous. J'aime cette idée d'une base de données commune. Comme une carte de pointage commune que nous examinons afin que nous n'ayons pas à rester assis 732 jours ou S718 jours, nous devrions avoir les mêmes données et les examiner de la même façon. Et tandis que Besley. Regardez joyeusement quelles questions à suivre et garantir que j'ai été dehors à regarder son visage comme elle lit les questions tout en écoutant mes collègues. Je veux juste dire qu'il n'y a aucun d'entre nous individuellement peut résoudre les problèmes que vous savez, que les gens parlent. Mais ce que nous pouvons faire et j'espère que les gens le remarquent avec les présentations que vous avez entendues de notre organisation. Une fois que vous obtenez quelques succès à votre actif, il y a un élan naturel et cela vous permet de continuer à bouger et cela ne le rend pas si difficile. Lorsque je suis arrivé dans l'organisation, dont je sais que l'équipe de direction se souviendra de nos conversations, il y a beaucoup de croyances que le statu quo ne vient pas avec le risque. Le plus grand risque pour nous tous c'est simplement d'accepter le statu quo, d'autant plus que vous pensez à tout ce qui change autour de nous en ce moment. Donc, je pense que si les gens peuvent reconnaître qu'il n'y a pas un seul d'entre nous, je peux m'asseoir ici et comme Patina dit, il y a des choses que nous pouvons faire différemment, il y a des choses que l'industrie peut faire différemment. Il y a des choses que nous pouvons faire différemment ensemble plus rapidement si nous sommes prêts à prendre un risque et à ne pas savoir quel sera le résultat. Et peut-être que nous devons dire que cela n'a pas fonctionné et que nous le mettrons de côté et essayerons autre chose. Je pense que de mon point de vue, plus grande opportunité est pour nous d'avoir un endroit pour être en mesure d'avoir rapidement ces conversations ensemble. Ne pas avoir à planifier quelque chose que vous réunissez une fois par an. Mais en fait, avoir une nouvelle façon de s'engager les uns avec les autres d'une manière collaborative qui dit que c'est ce que nous faisons. Et l'une des choses qui savent que nous avons récemment commencé à parler dans l'organisation et vous avez probablement certains d'entre vous sont probablement assis dans le public et vous savez. Quelqu'un a dit le partage des risques, quelqu'un a dit le résultat de cet accord basé, quelqu'un a dit ceci. Nous n'avons même pas de nomenclature commune. Et donc une grande partie de notre temps est consacrée à traiter des problèmes qui ne sont pas des problèmes. C'est parce que nous ne nous comprenons pas aussi bien que nous le pouvons. Donc, je pense que la toute première chose que nous pouvons faire est d'apprendre à bien parler ensemble et de comprendre ce que chacun de nous dit afin que nous puissions rapidement prendre des décisions plutôt que de résoudre un problème qui n'est pas réellement ce qui a été soulevé. Et merci, Suzanne, vous avez tout à fait raison. L'une des petites choses stupides sur lesquelles j'ai été stressée aujourd'hui, c'est que je finirai par avoir à poser toutes les questions à tous les panélistes. J'apprécie donc grandement le flot de questions que nous recevons de tout le monde et je ferai de mon mieux pour les consolider et les faire connaître. En fait, j'ai pensé que celui-ci était intéressant parce qu'il s'agit d'un point de vue un peu différent sur ce qu'est notre discussion. Et donc là, la question de quelques personnes est que c'est génial d'entendre cette discussion sur les nouvelles technologies passionnantes et comment nous pouvons travailler ensemble pour faire avancer les choses. Mais il souligne qu'il y a des problèmes plus anciens qui existent encore dans notre système. Et l'exemple est l'harmonisation entre les formulaires hospitaliers et communautaires. Et je vais aussi ajouter leurs soins continus, les formulaires de soins de longue durée. Il y a des écarts à l'échelle du pays et des écarts par rapport à ces systèmes. Et donc la question est de savoir quel est le plus grand obstacle à cela. À la réalisation de cette harmonisation et en particulier a également été appelée alors que nous nous dirigeons vers un modèle universel d'assurance médicaments. Universel. Quel rôle le PCPA peut-il jouer dans l'élargissement de cette négociation et de l'harmonisation entre ces systèmes? Je sais donc que je cherche. Chez toi, Dominique, pourquoi ne pas, si tu vas bien, commencer les choses avec toi? Mais Patrick, je suis sûr que vous pourriez avoir quelques commentaires là-dedans aussi bien. Merci, Bess. Excusez-moi. Juste pour m'assurer que je comprends que la deuxième partie de votre question porte sur l'harmonisation de la participation à la LPA. Alors, à quelle partie de cela faisiez-vous référence? Le fait est que les provinces sont en fin de compte le payeur à la fois pour les hôpitaux et les collectivités, et j'ajoute leur accès aux médicaments fondés sur les soins continus. Alors, quel rôle la LPA peut-elle jouer pour tenter d'harmoniser l'accès aux médicaments? De l'autre côté de la rue. Merci. Je comprends cette question. Et je pense encore une fois,
Nous n'aimons pas Bess. Vous reconnaissez en fin de compte que la décision de couvrir les médicaments appartient aux juridictions. C'est donc quelque chose sur lequel nous n'avons pas compétence. Mais néanmoins, cela ne signifie pas que non, nous ne pouvons pas nous en empêcher. Tout ce que nous faisons à l'APA est vraiment une ligne et guidé par. Essayez de faire ce que nous devons faire. C'est-à-dire obtenir le meilleur prix. Le prix équitable pour les bons médicaments afin que nous puissions terminer ces négociations le plus rapidement possible. Pour que nous puissions mettre ces lettres d'intention entre les mains de l'administration, afin qu'ils puissent ensuite passer à l'étape suivante pour exécuter cela et traduire cela en accord de liste de produits pour l'accès maintenant. La chose sur laquelle la LPA a le contrôle. Est-ce que la négociation elle-même, et c'est le prix, et je pense que Patrick y a fait allusion tout à l'heure dans ses commentaires. C'est que quand il s'agit de négociation, nous devons reconnaître que c'est complexe et là c'est multifactoriel, mais aussi reconnaître que ce n'est pas un parti unique. Négociation, ce sont les deux parties qui viennent à la table. Donc, l'une des choses que nous devons reconnaître, c'est que Richard ait cette responsabilité partagée, entre les deux parties qui sont assises à des tables. Donc, ce que je veux encourager, bien sûr, c'est que les autres parties soutiennent vraiment et interdardent. Entre dans la table avec les choses dont nous avons besoin pour faire avancer la discussion le plus rapidement possible. Oui, c'est sûr. Je vais donner à Patrick un répit momentané. Je pense que c'est une question vraiment importante et ainsi de suite. J'ai une partie de mon expérience en soins infirmiers. J'ai passé beaucoup de temps à l'hôpital. J'ai passé beaucoup de temps quand on l'appelait les soins à domicile en Ontario. Et donc je veux juste souligner l'importance réelle de la question qui a été posée au sujet de cette transition où le bâton passe entre les hôpitaux et les communautés. Et juste quelque chose pour partager ce à quoi je pense dans cet espace. Et encore une fois, s'il vous plaît, prenez cela comme une réflexion de Suzanne. Quelle est l'opportunité? Et donc je pense qu'il y a quelque chose. Alors que nous commençons à examiner l'utilisation appropriée, il y a beaucoup d'occasions de réfléchir à ce qui se passe entre ces endroits. Mais l'autre qui, à mon avis, est en fait le travail potentiel qui viendra si le projet de loi C-64 est adopté dans le cadre des achats en vrac, et la façon dont j'y pense. Nous n'avons pas reçu à quoi cela ressemblerait, mais il s'agit de savoir comment utiliser les 2% de la population que le petit pourcentage du monde, la population. Donc les 2% de la population qui réside au Canada différemment est l'une des choses que nous avons examinées en préparation si ce travail venait à nous est la façon dont nos produits pharmaceutiques achetés dans les hôpitaux par Jupo. Qu'est-ce que la LPA et quelles sont les occasions pour nous y réfléchir mieux? J'espère donc que la question qui a été posée sera prise en considération et débattue au fur et à mesure que nous progresserons dans la poursuite de nos travaux. Et je pense que l'autre chose, comme vous le savez, l'efficacité et le dédoublement des médicaments courants qui se trouvent dans de nombreux hôpitaux ont également des comités PET qui examinent certaines administrations pour qu'ils se produisent une fois de manière centrale pour une province. D'autres administrations les ont dans tous les différents contextes. Il y a donc peut-être une façon pour nous de parler de la façon dont nous en faisons un processus plus efficace, surtout en cette période de défi en matière de ressources humaines en santé. Santé. Assurons-nous que les gens font le travail qu'ils doivent faire, essentiellement pour fournir des soins et où nous pouvons chercher pour aider à réduire le fardeau administratif. Patrick, est-ce que tu vas après Suzanne? Mais pour ajouter à ces très bons points, c'est vraiment une très bonne question et une question délicate. C'est un problème du point de vue de l'Ontario que moi-même, mon équipe et ceux qui nous entourent sont également très vivants, et c'est ce concept de comment pouvons-nous nous assurer qu'il n'y a pas de conséquences imprévues ou des incitatifs imprévus ont été mis en place entre les formulaires des hôpitaux et les formulaires de médicaments communautaires. Pendant tout ce temps, alors que nous voyons une évolution et une innovation vers les médicaments à emporter à la maison, les médicaments oraux, les médicaments qui auraient officiellement été hospitalisés,
Les médicaments qui ne le sont pas maintenant et qui parlent du point de vue de l'Ontario. Ma responsabilité et celle de mon équipe est de gérer la liste des médicaments assurés dans la collectivité. Vous voulez. Mais cela saigne de plus en plus entre ce qui est traditionnellement des médicaments hospitaliers, les formulaires hospitaliers et ceux qui figurent sur la liste provinciale des médicaments assurés. Je pense que lorsque nous voyons certaines des activités en termes de ce sur quoi l'EDC se prononce et que nous l'examinerons, ce que la LPA négocie, cela évolue et change et c'est maintenant. J'ai mentionné Carty plus tôt, c'était quelque chose qui, un coordonnateur national a fait l'objet d'une attention nationale. L'approche coordonnée a été déployée. Je peux voir que cela devient moins de l'exception et plus de la norme à mesure que nous avançons de l'avant. Mais il y a un travail absolu que Suzanne. Je pense. Bien articulé, sur la façon dont nous pouvons nous assurer que le transfert est fait de la manière la plus humaine et la plus efficace pour les patients. Je pense que nous avons tous entendu des histoires sur ce à quoi ressemble une décharge, congé, à quoi ressemble une transition vers la communauté du point de vue des médicaments et il y en a, absolument. Possibilité de faire mieux. Donc, le prochain groupe de questions que je vais passer à Daniel. Je vous donne la tête haute. Il s'agit de l'assurance médicaments et aussi de certaines questions sur l'achat en vrac, qui sont en quelque sorte liées à cette discussion sur l'assurance médicaments. Donc, suppose donc qu'il y a quelques questions ici qui veulent vraiment savoir quelle est la vision de la liste des médicaments assurés de l'EDC par rapport aux formulaires provinciaux existants? Ou le formulaire qui a été rédigé là-bas? Quel est le processus lorsque les provinces peuvent adhérer et se retirer du régime national d'assurance médicaments? Comment cela améliorera-t-il réellement l'accès uniforme à l'échelle du pays et mettra-t-il fin à la loterie du code postal, postaux? Et puis l'autre concerne l'achat en vrac. Et en fait, je dois admettre que je pèse sur celui-ci aussi. C'est un peu déroutant pour moi d'entendre la discussion sur le mouvement vert. L'achat en vrac alors que nous le faisons essentiellement dans tout le pays déjà par l'entremise de la PPC. Donc, si vous pouviez peut-être parler un peu de cela et clarifier certains d'entre eux, je vous en serais reconnaissant. Heureux de. Oui, il y a quelques concepts là-dedans. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du recul. Tout d'abord, je vais définir la stratégie nationale d'achat en vrac au fin du projet de loi C-64. N'est pas ce que le gouvernement fédéral va être. Achat direct d'ordonnance. Les stocker dans un entrepôt quelque part et distribuer ces provinces et territoires. Ce n'est absolument pas ce dont nous parlons. La nomenclature a été un peu déroutante, certes là. Ce dont nous parlons dans le projet de loi C-64, c'est de l'élaboration de conseils sur ce à quoi pourrait ressembler une liste nationale de médicaments assurés. Et cela sera dirigé par le CDAMC en tant qu'expert et sera évidemment fortement informé par John Assis à ma droite. L'idée dont nous parlons ici est en fait une négociation coordonnée des prix, précisément ce que la LPA fait au nom des régimes publics d'assurance médicaments, dans le pays maintenant. Si je devais être très bref quant à l'intention des conseils, c'est comment pouvons-nous tirer parti et négocier ou réaliser une négociation au nom de plus de 40 millions de Canadiens? C'est le conseil à développer. Vous avez demandé quelle était la vision. C'est aussi proche que possible de la vision, mais c'est la demande. En termes généraux, cela serait transmis à l'EDC et juste pour parler un instant, la confusion entre cela. Des conseils sur ce à quoi pourrait ressembler une liste nationale de médicaments assurés par rapport aux listes qui ont été publiées aux fins des initiatives de contraception et de diabète dans le projet de loi C-64. Ce sont deux choses différentes. Ces listes ont donc été publiées et il y a un petit en tête au-dessus de chacune. L'un d'eux dit de commencer par des discussions avec les provinces et les territoires. C'est dans le but précis de cette première phase et la raison pour laquelle c'est important est que les leçons tirées de cette première phase vont-elles ensuite éclairer la conversation avec les provinces, les territoires, les peuples autochtones. Les intervenants et d'autres partenaires que le projet de loi C-64 décrit comme devant se produire avant que des mesures futures ne soient prises sur l'orientation que nous prenons en ce qui concerne le régime national d'assurance médicaments universel. Donc, ils convergent, si vous voulez,
de sorte que le CDAMC va élaborer des conseils sur ce à quoi une formule nationale peut ressembler en termes généraux pour éclairer une discussion entre les provinces, les territoires et les Indiens sur l'avenir du régime national d'assurance médicaments, et en même temps, ils seront en mesure d'examiner les leçons tirées d'un projet pilote réel au Canada sur la façon dont le régime national universel d'assurance médicaments peut ressembler avec le premier dollar. Couverture universelle à payeur unique dans ces domaines du diabète et de la contraception. Ce conseil converge dans ces conversations. C'est à ce moment-là que les décisions, les discussions sur l'endroit où le régime d'assurance médicaments ira auront lieu, alors j'espère que c'est à ce moment-là que les décisions, les discussions sur l'endroit où le régime. Quelqu'un d'autre voulait-il intervenir? Peut-être que je voudrais juste ajouter là, simplement qu'il s'agit d'une ligne directrice sur les données probantes à Santé Canada. Il n'y a pas non plus de directive selon laquelle l'EDC achètera des produits en vrac. Il s'agit de donner des conseils et je suis heureux de dire que mon approche de 2% correspond à la façon dont nous achetons pour 40 millions de personnes. Comment le faisons-nous mieux, donc, juste pour sous-noter que c'est l'intention telle que je la comprends à ce stade de l'achat en vrac. Nous faisons donc correspondre. Je vous en remercie. Malheureusement, on m'a dit que nous manquions de temps ici, comme vous pouvez le voir. Nous avons une tonne de questions et je n'ai même pas abordé l'une de celles que j'avais rassemblées à l'avance. Donc, je pense qu'à ce stade-ci, nous devons conclure. Je pense que si ce n'est pas quelqu'un de l'Agence canadienne des médicaments. Mais je vais certainement résumer toutes ces questions et les envoyer ensuite à nos panélistes, afin qu'ils soient au moins au courant de quelles préoccupations ou de quoi existe parmi les gens qui sont ici et j'espère que nous pourrons entendre des réponses d'autres présentations. Nous aurions certainement pu utiliser au moins une autre demi-heure, sinon même une autre heure, pour répondre aux questions de tout le monde. Mais nous en sommes à nos 5 dernières minutes et nous devons donc conclure la période de questions. Mais avant de faire cela, je veux en fait jeter une dernière question pour que vous laissiez en quelque sorte vos pensées de départ pour le groupe et nous allons commencer, si je reviens à mes notes, le même ordre que nous avons fait au tout début. Donc, allons donc commencer par vous, Bettina, sur celui-là. Et c'est que si les gens ne se souviennent que d'une seule chose de cette session, qu'aimeriez-vous que ce soit? La seule chose que je voudrais que vous vous souveniez, c'est qu'il y a un grand. Je pense que le désir de travailler à travers le système de reconnaissance. Qu'il y ait une certaine viscosité dans le système. Qu'il y a une possibilité d'améliorer cela, et que l'objectif est d'accélérer l'accès des patients aux médicaments innovants. Je peux ajouter une autre chose parce que Suzanne a mentionné les 2% de Canadiens. Comment pouvons-nous utiliser les 2% de Canadiens à notre force? Et je nous encourage aussi pendant que nous y réfléchissons. Comment l'évaluation de la technologie, etc. Est-ce que les 2% sont une source d'innovation? Parce que si nous partageons des données et que nous utilisons ces données pour des preuves du monde réel. Cela mène à de nouvelles innovations et cela peut aider à transformer le Canada en un pays d'innovation qui pense à la valeur holistique des médicaments et des traitements. Et à vous, Daniel. Il y a beaucoup de travail à faire dans presque toutes les directions que vous regardez, nous le savons. Et c'est pourquoi le projet de loi C-64, loi concernant l'assurance médicaments, prévoit que, du point de vue de Gouverneur Canada, ce travail se fait étape par étape, qui le dit explicitement. S'agit de travailler explicitement avec des partenaires alors que nous trouvons notre chemin à suivre en même temps, et la raison pour laquelle j'ai choisi l'exemple que j'ai donné en réponse à la question. Vous savez, quel changement verriez-vous? Vous savez, l'esprit de notre approche, et je prends cela de la stratégie médicaments pour les maladies rares. Commencez quelque part, faites quelque chose. Et donc cet esprit commun de reconnaître qu'il y a beaucoup de travail fondamental qui va prendre du temps à faire correctement et à bien faire et à s'assurer que tout est lié de la façon dont cela doit être fait. Mais pour faire quelque chose, commencez quelque part. Et Guillaume, en fait, je suis vraiment content que vous receviez cette question. Je vais être très concret dans le respect de nos mandats limites dont tout cela n'est pas faux. Et j'ai été autour. Nous parlons de la coordination dirigée par Suzanne. C'est vrai. Évidemment, il y a quelque chose que je ne peux pas faire en tant que DJ. Le PMPB a obtenu un mandat limité, mais les discussions n'ont pas seulement lieu lors d'une conférence une fois par an.
C'est ce dont je me souviendrai. Dominique, merci à tous les deux. Je vais également faire mes remarques brèves. Je vais donc m'appuyer sur le thème de l'EDC cette année et sur celui-là. Cela de la perturbation à l'opportunité et à l'acceptation du changement dans les soins de santé. Et c'est une déclaration vraiment puissante parce que cela englobe en fait, je pense, ce que nous devons, besoin pour ce que nous devons nous rappeler et faire. Et c'est que les choses vont changer et nous devons le reconnaître. Nous devons accepter ce changement et nous adapter à ce changement afin que nous puissions tous faire les choses mieux que la façon dont nous faisons les choses. Et Patrick, enlever le message ou une chose à retenir? Bien qu'environ 2% du marché pharmaceutique mondial, nous le sommes. Suzanne me rappelle constamment que nous sommes l'un des 10 premiers pays au monde et nous devons nous en souvenir et ce qui soutient cela. C'est notre collectif et la cohésion au sein de notre collectif, ce dont nous parlons beaucoup autour des tables auxquelles je suis assis. Et c'est pour ces raisons que nous allons continuer les régimes d'assurance médicaments. Nous continuerons de compter sur les examens nationaux du financement des médicaments, des processus de négociation qui tiennent compte de l'efficacité, l'apport des cliniciens, l'apport des patients et la valeur que ces médicaments apportent. Merci. Et donc ce que je dirais, c'est ce que je retienne. C'est que je vois la création de l'Agence canadienne des médicaments comme une occasion de construire l'avenir que les patients veulent et ont besoin dans ce pays. C'est l'occasion pour les patients d'être co-créateurs de cet avenir et en établissant une rationalisation, système simplifié, coordonné et efficace pour l'évaluation et le financement des technologies de la santé. Les patients et leurs fournisseurs de soins auront accès en temps opportun à des traitements médicamenteux efficaces et des appareils, ensemble. Nous pouvons bâtir un système de soins de santé qui non seulement répond aux besoins de ceux qu'il sert, mais qui anticipe les besoins de ceux qu'il sert. Tâche très difficile de parler après Bess sur celui-ci. Cette question, mais mes derniers mots seraient en fait de me rappeler que le statu quo n'est pas acceptable et que nous avons la possibilité d'avoir un système différent à l'avenir. Et je voudrais simplement revenir en arrière pour dire que chaque personne dans cette salle peut aider à faire de cet avenir une réalité en parlant des changements positifs. En soulignant ces changements positifs, en nous aidant à atteindre la seule source de vérité et, avec cela, vous verrez le dialogue, la possibilité de succès et l'élan pour le changement s'accélérer. Je mets donc chacun d'entre vous au défi de prendre ce que vous pouvez faire pour nous aider à réussir collectivement alors que l'Agence canadienne des médicaments se lance dans la tâche ardue d'aider toutes les personnes à cette étape et dans la salle pour améliorer le système pour les patients. Merci. Et cela nous amène à la fin de la séance plénière d'ouverture et selon ma montre, exactement à l'heure. J'ai essayé. Merci. J'aimerais remercier tous les panélistes d'avoir partagé leurs pensées et leurs idées, ainsi que tous ceux qui ont assisté à la session d'aujourd'hui, en ligne et en personne et ont posé des questions vraiment incroyables. Et comme je l'ai dit, je me suis engagé à faire en sorte que ces questions soient transmises à nos panélistes. Notre session se termine donc. Nous avons maintenant une pause avant. Les séances de groupe d'experts commencent. Bien sûr, le symposium ne fait que commencer, avec beaucoup de sessions formidables dans les prochains jours. Et j'ai hâte de vous rencontrer et d'apprendre autant que je peux et possible. Et je suis sûr que nos orateurs diront la même chose. Profitez du reste du symposium.